Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Profitez-en d'ailleurs sur YouTube pour nous laisser un commentaire, une question. On échange avec vous, ça nous fait plaisir d'avoir vos avis sur tout ce qu'on se dit là pendant ce podcast des Mavs. Alors, pour parler avec moi de cette période compliquée des Mavericks, je suis avec Quentin. Salut Quentin, comment est-ce que tu vis ces résultats un peu en dents de scie des Mavericks? Un jour, on est très frustré, le lendemain, on est euphorique, et puis le match d'après, on est dépité. Est-ce que c'est juste les Mavs ou c'est la NBA qui veut ça? Bah, salut Barnes, salut tout le monde. C'est la NBA qui veut ça. Tu as des saisons où tu te dis mon équipe elle est maudite, d'autres saisons où tu dis tout est aligné. L'an dernier c'était aligné à partir de février. Là on sent quand même bien la malédiction au niveau des blessures. Je suis content, c'est je pense notre dernier Audi Mavs de janvier. J'ai envie de croire en février et une petite renaissance pour l'équipe. Certains signaux s'alignent un petit peu pour que les choses aient mieux en février. Malgré tout, notre équipe ne coule pas et c'est l'important. Et je suis avec Nico. Au rythme où on en est, Nico, je pense qu'on va peut-être t'appeler pour aller jouer pendant le garbage time du prochain match. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoute, on peut tester mon shoot avec la planche sur le côté. S'il fait il fait toujours effet, je sais pas. Écoute, en tout cas, ravi d'être là, ravi de vous retrouver. J'apporterai un peu de positif quand même moi dans tout ça, hein. Les résultats sont pas si mauvais que ça, vu les circonstances, vu les matchs qu'on a pu faire. Je suis quand même plutôt content de ce qui s'est passé cette semaine. Faut rester positif, tu vois. Alors, on enregistre cette émission le 28 janvier, le lendemain de cette victoire des Mavericks, grosse victoire face aux Washington Wizards. On va revenir sur cette rencontre. On va aussi raconter ce qui s'est passé dans les 3 matchs d'avant contre des grosses équipes de la conférence Ouest, à savoir Minnesota, OKC et Boston. On va parler des grosses perfs de Gafford, de PJ Washington et de Kyrie Irving. Et puis, on va parler, il y aura peut-être débat sur les performances de joueurs qui sont plutôt en dents de scie, on va dire Klay Thompson, Omax ou peut-être Dinwiddie. En tout cas, on va débattre tous les 3 aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence quand même par cet effectif qui est bien dépeuplé, surtout au poste de pivot. Alors, on avait la blessure de Lively qu'on a appris il y a quelques temps, suivie de celle de Dwight Powell. Et là, c'est Maxi Kleber maintenant qui est blessé pendant un long moment. Comment est-ce que les Mavericks peuvent jouer avec un seul pivot, c'est Gafford. Certes, il joue très bien, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'adapter dans les prochains matchs avec si peu de joueurs à ce poste, Quentin? Il va falloir se débrouiller en étant très bon en small ball, de 1. De 2, il va falloir que Gafford hausse son niveau de jeu. On parlait dans le dernier Audi Mavs de son cardio. Il va falloir qu'il hausse, qu'il soit meilleur d'un point de vue cardio, c'est-à-dire aussi mieux se gérer sur les minutes dans lesquelles il va jouer. Parce qu'on va lui demander de jouer bien 30-35 minutes solides. Et puis, on va encaisser, ça va être compliqué. Ces 10 dernières années, les Dallas Mavericks n'étaient pas connus pour leur très bonne présence intérieure. On va y retourner pendant quelques matchs. Ça va nous rappeler des mauvais souvenirs. Il va falloir tenir. C'est le maître mot en attendant que l'effectif revienne en bonne santé. Alors, Jason Kidd, il est obligé d'aller chercher dans le fond du banc. On a vu même Kessler Edwards en 5, il me semble, dans un match récent. Mais il y a un nouveau joueur qui est arrivé, là. Nico, est-ce que tu le connaissais, Kyler Kelly? Absolument pas. J'ai pas le plaisir d'avoir fait sa connaissance, donc pas grand monde non plus d'ailleurs. C'est ses premiers pas dans la NBA. Après 4 années de purgatoire, 4 années de G-League, tu vois, donc il a charbonné notre ami pendant 4 ans. Là, il était dans l'équipe de G-League des Lakers. Donc écoute, on est tellement à poil sur le poste de pivot que il faut ramener un peu des forces vives. Donc on l'a un petit peu vu l'année dernière. Bon, après c'est pas parce qu'il est dans l'effectif qu'il va se partager tout le temps de jeu avec Daniel Gafford, on va avoir des rotations avec plutôt du small ball et du PJ Washington probablement au poste 5. Écoute, de toute façon, on a tellement rien qu'il va gratter des minutes. Il était tout à fait correct hier soir contre Washington. Mais bon, faut protéger notre Daniel Gafford là, parce que voilà, on a plus que jamais besoin de lui. Et j'aime bien l'idée, Quentin, que tu décrivais, c'est le retour vers les années Mavs où on était vraiment complètement tout nu à l'intérieur. Ça me rappelle quelques années où on était content d'avoir
des joueurs, je ne vais même pas donner leur nom, mais ouais, on n'était vraiment pas bon du tout à l'intérieur, donc ça rappelle des années. Mais écoute, on va être patient, voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que Skylar Kelly, effectivement, il va pas rentrer dans la rotation. Cependant, si imaginons dans les matchs à venir, Gafford venait avoir une blessure ou il vient avoir des problèmes de faute très très tôt, ça pourra peut-être le faire jouer sur certaines séquences en pivot, dans le sens où on n'a vraiment rien d'autre et que un mec de 2m10, 2m13, bon, ça peut toujours servir sur certaines séquences. Après, bon, voilà, il est quand même limité. C'est pas pour rien si à 27 ans, il a toujours pas joué en NBA. Il faut pas en entendre grand-chose. Mais c'est plus un au cas où, quoi. Comme si au football américain, ton QB2 et ton QB3, ils étaient tous les deux malades. Bon, t'es obligé d'aller chercher un QB4 au cas où, mais tu espères qu'il ne jouera pas. Là, je pense qu'on est dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça qu'on l'a signé d'ailleurs en two-way contract. Alors, j'ai une question pour toi, Quentin. C'est qu'on parle beaucoup de la trade deadline qui approche. On s'était dit qu'on avait besoin d'un 4. Est-ce que ces blessures, là, ce manque de pivot, est-ce que ça change quelque chose pour Nico Harrison avant la trade deadline? Elle est dans 10 jours d'ailleurs, il me semble. Oui, tout à fait. Ça commence à chauffer par rapport à d'autres équipes. On voit, même ce soir, ça va mal chauffer. Mais pour nous, pour l'instant, on est quand même... C'est assez discret. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Nico Harrison. Cependant, je pense que ce n'est pas forcément un bon move d'aller chercher un autre poste 5, car on sait que notre équipe, si elle est en bonne santé, avec notre père Lively Gafford, c'est ce qu'on veut. On sait que ça fonctionne, ça nous a emmené loin l'an dernier. Et ça serait une erreur de vouloir changer cela alors que on est censé récupérer Lively à la fin de la saison régulière ou en tout cas au milieu de la première série de playoffs. On sait ce que cet effectif il vaut au complet. On sait quel est le petit point où il faut s'améliorer, c'est le poste 4. Donc si on a une bonne opportunité à prendre, c'est celle-ci. Si Lively avait les croisés et qu'il était out pendant un an, j'aurais pas forcément le même discours. Ici, c'est pas le cas. Donc c'est sûr qu'on va pas se séparer de Gafford. Et je pense qu'il faut pas se séparer d'assets non plus pour aller chercher un autre poste 5. En attendant, on va tenir. Ça semble même impossible. Enfin, je n'ose pas une seule seconde croire que Nico Harrison fera un move qui n'aille pas dans ce sens-là. Je ne peux pas imaginer ça. Ça fera aucun sens. C'est quand même une denrée rare, les 5. On ne va pas se déplumer pour un poste où de toute façon, c'est temporaire. Donc, un peu de patience. Il y a une chose que vous n'avez pas dit, c'est que Kleber, c'était un des joueurs avec un salaire qui était plutôt dans la balance pour pouvoir faire un bon trade. Maintenant qu'il a une blessure, est-ce que du coup, il y a moins de marge de manœuvre pour Nico Harrison? Il y a un peu moins de marge de manœuvre parce que évidemment la blessure fait qu'il pourra pas jouer, il peut pas jouer tout de suite, qu'on sait qu'il est quand même relativement vieux. Après, normalement, on n'est pas non plus sur une blessure qui devrait l'écarter pendant une durée très très longue. Donc ça reste un asset qui peut jouer pour une équipe sur la fin de la saison normalement. Donc je pense que ça change il perd un petit peu de sa valeur, mais ça change pas non plus énormément. Il avait déjà, faut pas se mentir, perdu pas mal de sa valeur ces derniers mois de manière générale. Alors, quand on a des rotations courtes comme ça, hein, que on est obligé d'aller chercher sur le banc, on donne des minutes à des joueurs qui n'en ont pas beaucoup d'habitude. Et j'aimerais qu'on parle de notre chouchou chez Abdi Mavs, hein, c'est Olivier Maxence Prosper, puisque c'est le francophone des Dallas Mavericks. Et dans les dernières semaines, là, il a eu pas mal de minutes et il a fait des bons matchs, notamment celui contre OKC, 14 points, et puis hier contre Washington, 20 points, 5 rebonds. Nico, est-ce que tu as changé d'avis sur Omax? Est-ce que tu as l'impression qu'il fait des progrès? Est-ce que peut-être qu'avec un peu de patience, Omax, ça pourrait être le 4 qu'on cherche pour être remplaçant de PJ Washington? Alors, moi, j'ai pas trop changé d'avis. Je pense que c'est plutôt la question qu'il faudrait poser à Quentin qui n'était pas du tout convaincu. Moi, j'ai quand même globalement toujours cru un peu en son potentiel, même si effectivement il y a beaucoup d'irrégularités, mais c'est normal en fait quand tu es jeune, ça sa deuxième année en NBA, tu es forcément un peu irrégulier. Je dirais juste qu'on a vu une belle opportunité s'est présentée à lui. Il a alterné le pas bon, pour faire simple, contre Minnesota où il était dans le 5 majeur, d'ailleurs, notre grande surprise. Il était très juste à tout niveau. Et puis, il a été super intéressant contre OKC. Il était très bon contre Washington. En même temps, tout le monde a été très bon contre Washington. C'est pas très dur. Quand même, il était présent. Donc, il a montré en fait des vraies qualités athlétiques. Hein. Et je trouve que, je sais pas si c'est une forme de timidité ou c'est
ou du stress, ou je sais pas. Mais je l'ai trouvé vraiment intéressant quand il est sorti du banc. Il a montré en fait ce qu'il pouvait apporter en étant beaucoup plus agressif au cercle. Et notamment bah, en côté j'attaque avec ma rapidité, ma taille et mes qualités athlétiques, le panier. Et il a mis plein de paniers comme ça contre OKC, contre Washington. On va dire que Washington, c'est pas une grosse opposition. OKC, c'était pas la même histoire. Donc ouais, il a montré des vraies qualités. Donc ça reste jeune, ça reste assez vert, mais il y a un potentiel. Donc ça m'amène à pareil, ce qu'on disait, hein, est-ce qu'on est très patient? Sur moyen terme, ça peut être intéressant. Sur le court terme, bon, c'est un peu une autre histoire. Mais il a apporté des choses intéressantes, notre Omax. En tout cas, Oui. il a une énergie de fou. Franchement, il se jette sur tout. On peut pas lui reprocher ça, en tout cas. Bah, j'ai envie de dire, faire le rabat-joie, c'est normal qu'il ait beaucoup d'énergie. Il a envie de se montrer parce qu'il a pas beaucoup de minutes. Là, il enchaîne les matchs avec au moins 15-20 minutes. Et j'ai pas trop compris Boston pourquoi il avait s'il peut jouer. Mais ce que j'ai bien aimé lors des derniers matchs, enfin surtout face à Washington, c'est que j'ai trouvé qu'il y a un peu plus de confiance dans son tir. Moi, c'est vraiment, je trouve, son point faible principal, c'est que j'ai aucune confiance dans le tir de Omax. L'échantillon des derniers matchs est trop court pour que je change radicalement d'avis, mais j'avoue que je me suis dit, et pourquoi pas, quoi, quand j'ai vu les performances qu'il nous a fait. Hier, je l'ai vraiment trouvé sur certaines séquences en confiance avec lui, avec son shoot. Alors, ça aide de jouer face aux Wizards. Il a vu son copain là, qui a foutu 7 paniers à 3 points en quart-temps. Il s'est dit, bah allez, tout rentre aujourd'hui pour tout le monde. J'y vais aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça. Donc, il y a des très bons pourcentages au shoot. Il fait une bonne sélection de tirs. Ça, on va pas lui enlever. C'est pas un croqueur. Ça, c'est cool. J'ai très hâte de voir sur l'échantillon à venir. Il reste encore quelques matchs où il devrait avoir des minutes, en attendant que Najee Marshall revienne notamment. Voir comment il peut évoluer. Regardez, Jalen Hardy, je veux dire, si tu m'avais dit à un moment enfin, il y a 1 an et quelques, si tu m'avais dit que j'aurais des avis positifs sur Hardy, j'aurais dit jamais de la vie. J'y croyais vraiment 0-0 et au final, il m'a fait mentir, il a su évoluer. J'aimerais vraiment, vraiment que Prosper puisse évoluer dans ce sens-là. On sait que les années sophomore peuvent être très, très, très décisives dans la carrière d'un joueur et j'espère que ça sera cool. Donc on va voir s'il peut confirmer. Le prochain match, c'est face aux Pelicans. C'est pas une opposition exceptionnelle non plus. Il aura des minutes. Et je vais surveiller ça de près. Ouais. Moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Il a un peu fait là, et c'est là-dessus que je veux le voir. Moi, je veux le voir un peu dans la maillotche là. Je veux le voir un peu être beaucoup plus présent au rebond. Il peut le faire en fait. Il a les qualités athlétiques pour ça. Plus que de s'écarter, de tester son shoot à 3 points. Moi, j'ai envie de le voir dedans. Et je veux qu'il aide les Mavs dans ses rebonds défensifs et surtout sur ses rebonds offensifs. Il a vraiment des capacités là-dessus et on en a archi besoin. Donc pour moi, il a une vraie carte à jouer à ce niveau-là. Hier, il en prend 3. Hein. Ouais, hier contre les LDR. Hier, 5 rebonds, 3 offensifs, 20 points, 7 sur 11. C'était contre le Washington. Alors, Nico, est-ce que c'est juste que Washington, ils sont faibles et on peut ce match, est-ce qu'on doit le jeter à la poubelle ou alors on peut quand même en tirer des enseignements? Non, bah, ils sont honnêtement, je disais en plaisantant juste avant, battre Washington, c'est pas sorcier. Bah, vraiment, c'est pas sorcier du tout parce que c'est faible dans les rotations à 1 point et particulièrement défensivement. Franchement, les courants d'air qu'il y avait, c'était assez impressionnant, notamment dans les 2 premiers cartons là. Donc bon, après, l'autre façon de dire la chose, c'est une équipe qui est en construction. La stratégie, elle est très claire. Je ne serais pas très étonné que la trade deadline, il se débarrasse des derniers éléments expérimentés de l'équipe. Il faut sauver le SOT d'Avalanchunas. Hein. Ouais, je pense que ça fait partie de la peine. Lui et Malcolm Brogdon, je pense que c'est les deux qui vont être exfiltrés là, de la situation oui. Wizards. Il faut les exfiltrer. Non, bah c'est jeune, ça a besoin de prendre de l'expérience, pour dire ça poliment. Donc, on apprécie la victoire, ça nous fait du bien. Hein. On avait besoin d'une petite victoire pour se remettre en confiance. Mais bon, je regarderai la victoire éclatante avec le prisme d'une équipe qui tanque, mais vraiment puissance, genre char d'assaut, quoi. La stratégie, au moins, elle a mérite d'être claire. Alors, malgré la faiblesse de l'adversaire, on a quand même eu un premier quart-temps
incroyable de notre ami Klay Thompson. On sentait que les Mavericks avaient envie de le faire jouer, de le voir toucher beaucoup plus de ballons que pendant les matchs précédents. Et il nous a fait un premier quart-temps hallucinant. 7 sur 11, 7 sur 10 à 3 points, 21 points. Il était ce qu'on appelle comment on dit, quand on est super chaud, là. Il faisait des heat checks. Ah oui. Il était on fire, il faisait des heat checks, il a mis des tirs qui étaient même en déséquilibre. C'est ce qu'on attend de Klay Thompson. On a la preuve que ça peut marcher avec Klay, Quentin. Alors oui, que ce qu'on attend, c'est un peu fort, mais en tout cas, ce qui est sûr, on en est parlé dans la preview, on savait qu'on va avoir des matchs comme ça, des matchs où tu dis, ah ok, c'est maintenant, et ça te redonne ces vibes du match contre Indiana, qui est pour moi une des perfs les plus folles de la NBA, où il pose, je sais plus, 4 dribbles pour je sais plus combien de points en 3 quarts temps. Mais bon, le souci, je crois que c'était Nico qui disait ça au début un peu de la saison. Maintenant, du coup, je rejoins là-dessus. Et j'ai envie que ça arrive contre d'autres équipes que les Wizards, quoi. Parce que oui, bon, bah, il a eu son coup de chaud. Ça fait plaisir à voir. C'est très, très plaisant, on va pas se mentir. Les pauvres Wizards. C'est le record pour les Mavs, non Pour les Mavs, c'est le record en un quart-temps. C'est ouais. tout simplement le record égalé, je crois. Je sais avec plus. Luka, égalé avec Luka. Ça les a tués d'entrée de jeu, là, les Wizards. Le point négatif de ça, c'est que derrière, il y a rien quand même. Derrière ce premier carton, alors on peut dire, ok, bon, c'était le Wizard, il a fait sa part parce que le match était gagné, ce que je peux entendre. Mais bon, il n'y a même pas genre quelques points qui traînent derrière, quoi. Il n'y avait vraiment rien. Donc, bon, ce Klay Thompson-là, on sait qu'il est là, on savait qu'on allait avoir des matchs comme ça dans la saison, heureusement. Maintenant, on a envie de le voir face à une grosse équipe. Là, il y a la revanche face à Boston arrive bientôt. Bon, bah, s'il veut nous la faire dans ce match-là, et la défense, ça ne sera pas la même. Hein. Donc, bon, c'est aussi pour ça que je nuance un petit peu la performance. Elle fait très plaisir. Mais voilà, c'est un petit peu à nuancer. J'ai un truc à ajouter. Le petit coquin que je suis, j'ajouterais juste un truc avec le grand sourire. Bon, on a vu qu'il était bien défendu par un extrêmement bon défenseur qui s'appelle Jordan Poole quand il a mis ses premiers paniers. Ce qui a forcément compliqué sa tâche. Bon, Van de première catégorie est mis à part, bravo à lui. Après, il a retrouvé le niveau qu'on lui connaissait sur les derniers matchs, a enchaîné les pertes de balles. Et c'est sûr que quand tu as Bilal Coulibaly sur le paletot, c'est pas la même chose que Jordan Poole, et on l'a bien compris. Et il était bien en galère quand il avait Coulibaly sur lui. En tout cas, on va espérer que ça lui donne confiance pour les prochains matchs. On va suivre ça. Dans ce match, un autre enseignement, enfin c'est pas un enseignement, hein, c'est juste un constat et qu'on voit depuis plusieurs matchs maintenant, c'est les grosses l'état de forme de Daniel Gafford. Il a surdominé, j'ai trouvé, il était incroyable. 18 points, 8 rebonds, 3 passes et 5 contres. Je crois il est sur une streak encore une fois, le nombre de matchs avec un contre. Il en est à 19 de suite, il me semble. Donc on est en train de compter, un peu comme l'année dernière, on comptait ses tirs sans rater. On gagnait à Gafford, grosse perf. Surtout, on l'a vu contre Valanciunas. Honnêtement, il a dominé. Ouais, il a bien dominé. Hein. Après, je rajouterais juste que il était bien servi puisqu'il était aussi la destination à l'intérieur des bonnes passes de Irving, de PJ Washington, et il a effectivement dominé Valanciunas. Un peu déçu de ne pas avoir vu Alex Sarr, en fait, hein, parce qu'il a été rapidement blessé, donc on l'a pas beaucoup vu. Mais oui, il est sur une super lignée, et notamment au contre. Hein. Enfin, on s'habitue, il a fait 7 contre la dernière fois, il a fait encore 5 contre, enfin, c'est énorme quand même. Donc il était dominant, notre Daniel Gafford. Mais non, par contre, la seule difficulté, c'est qu'à chaque fois que je le vois tomber par terre, il fait toujours plein de grimaces, Daniel Gafford, chaque fois qu'il prend des coups. Donc maintenant, c'est un peu l'éléphant dans je sais plus comment on dit, dans la porcelaine, c'est ça, dans le musée de porcelaine, je sais plus comment on dit exactement. Oui. Mais on n'a pas envie qu'il se blesse. Donc à chaque fois qu'il nous fait une grimace, je dis ça va, t'es sûr que tu vas bien en fait on peut te mettre dans le formol là, on a besoin de toi. Hein. Donc on reste bien en un seul morceau, notre Daniel Gafford. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'on sait que Gafford, il est quand même bon globalement pour prendre l'ascendant physique sur des adversaires plus faibles, sur des raquettes plus faibles, et qu'au contraire, des fois, il a pu galérer face à des pivots costauds, des pivots plus grands que lui, parce qu'on rappelle qu'il est relativement petit pour un pivot. Je crois qu'il fait genre 2,08 alors que
Les pivots NBA, la norme est plutôt peut-être à 2-10, 2-13. Et hier, j'ai quand même bien aimé ce qu'il a proposé face à Valanciunas, qui est plus grand, plus costaud que lui. Et c'est vraiment le point positif que j'ai retenu du match, parce qu'après le reste, bon, on en revient au même, c'est-à-dire que Washington est très faible, et donc qu'il arrive à nous poser beaucoup de dunks et à être impactant, c'est pas trop une surprise. Ça confirme juste voilà, sa bonne lancée actuelle. Mais ce qu'il a fait face à Valanciunas, c'était vraiment cool. Ouais, c'est pas que ce match-là, hein. Les matchs d'avant aussi, Mhm. on sent qu'il a pris place. Et heureusement qu'il est là, hein. Sérieusement, Ah oui. avec tous ces blessés, je sais pas comment les Mavs feraient. Et un petit point aussi sur quand on regarde avec le recul là, c'est les trades de l'an dernier là. Quand on regarde Gafford et notre ami PJ Washington là, Nico Harrison, la trade deadline de l'année dernière, elle s'avère incroyable. On le savait, mais cette année, je trouve que ça saute aux yeux. Sans ces deux joueurs-là, les Mavs ne seraient même pas dans la discussion à l'Ouest. Oui, bah, bien sûr. Le run n'aurait pas existé. Et puis, on en revient à quelque chose qu'on avait dit lors des podcasts précédents, mais on a vraiment sorti deux mecs, deux soldats qui demandaient, qui avaient écrit SOS sur la plage pour qu'un avion vienne les chercher, et on les a sortis d'un environnement mauvais, sportivement très mauvais, pour qu'ils aillent dans une équipe qui cherche à gagner. Et vraiment, je veux dire, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Non, je pense que Holmes et Josh Green ne sont pas très contents de la situation. Mais bon, nous, on est très contents de la situation, et je pense que les plus contents, effectivement, ça reste Gafford et de Washington, qui doivent s'éclater depuis un an, plus que depuis le début de leur carrière. Ouais, hier, il y avait Holmes sur le terrain, Richaun Holmes. En fait, Gafford il a été échangé par Holmes. Donc, quand on voit sa performance, et puis Holmes, 10 minutes, 9 points, enfin bon, c'est hallucinant le trade quand on y pense comme ça. Ah oui, oui. Et tu vois les différences de niveau en fait qu'il y avait entre un bon joueur dans un mauvais environnement et un mauvais joueur dans un bon environnement. Ça avait l'air pas si énorme que ça. Et en fait, quand tu fais le parallèle et que tu les changes d'équipe, tu fais ah oui, en fait, il y a un univers d'écart entre les deux. Ça saute aux yeux. Et puis il y avait en face, il y avait le Nikola Jokic des Washington Wizards. Il y avait Kyle Kuzma, donc qui nous a impressionné par son engagement de tous les instants. L'année dernière, on hésitait à trader pour PJ Washington ou Kyle Kuzma. Tout à fait. Ah, mais quelle saucisse, Kyle Kuzma, sans déconner. Sérieusement, blague à part, qu'est-ce que je suis content de ce trade, parce que je le regardais jouer là. Qu'est-ce qui se regarde jouer, mais dans le gouffre réel de Washington Wizards, je sais pas, t'as un minimum de talent. Il y a zéro réaction, il y a rien. Enfin, il m'a déprimé. Rien que de le voir jouer, j'étais une nouvelle fois encore plus ravi d'avoir PJ Washington, qui a à peu près la mentalité inverse. Donc quel bonheur. Nico, un petit mot sur nos Français, là, Koulibaly et Alex Sarr. Qu'est-ce que tu en as pensé hier? Ah bah Bilal, moi je pense toujours beaucoup de bien de Bilal Koulibaly. Je trouve il fait vraiment dans une équipe qui est quand même un gouffre cette année. Je trouve qu'il montre un vrai step de progression. Défensivement, on le savait déjà, mais je trouve qu'il est encore en train de progresser à ce niveau-là. Et puis il est intéressant aussi dans la création et dans la finition. Je trouve qu'il a vraiment franchi un palier. Alex Sarr, bon, il a peu joué, il était blessé et il a eu très peu de temps de jeu, donc c'est difficile d'avoir un avis, mais je dirais juste que c'est cool de le voir remonter dans les intentions de rookie de l'année. Et il apporte quand même pas mal de choses. Il vient de loin et c'est pas la meilleure cuvée, mais il est quand même intéressant, Alex Sarr. Il reste tout jeune, il a 19 ans. Hein. C'est une petite anecdote marrante, d'ailleurs, j'avais complètement oublié ça. À la fin du match, vous avez vu probablement passer Alexis Aginsa et sa grande carcasse là, puisqu'il est assistant coach aussi au Washington Wizards, que j'avais complètement oublié. Donc vraiment dans un environnement très francophone, Washington. Alors, quand on enregistrait l'émission la semaine dernière, il y a un peu plus de la semaine dernière, on se disait, oh là là, les Mavs ont un calendrier compliqué à venir. On avait devant nous un match contre Minnesota, un match contre OKC, un match contre Boston. On s'est dit, ça va être dur d'en gagner un. Et puis, si on en gagne un, ça sera peut-être le premier contre Minnesota. Il s'avère que les Mavs l'ont pas gagné. Parce que on était vraiment avec un effectif au minimum. Nico, tous les deux, on a été le voir en live sur la feuille de match. Hein, dans le 5 majeur, on avait notre ami Omax Prosper. Au milieu, j'ai été voir, hein, au milieu du troisième quart-temps, le 5, c'était Gafford, Prosper, Dinwiddie,
Edwards et Brandon Williams. On a vraiment été chercher le fond de banc pour ce match. Malgré tout, les Mavs étaient très compétitifs dans ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pensais que c'était un super match. Je m'attendais honnêtement à ce qu'on se prenne une rincée à domicile, puisqu'on était quand même très très court dans nos rotations. Il nous manquait beaucoup de joueurs. Je n'ai pas trop envie de parler des absents, plutôt parler des présents. Mais je nous ai trouvé vraiment dans un contexte difficile, super impliqué, super attitude. On n'a jamais lâché. On perd le match au final d'1 point. Alors, on peut mettre beaucoup de 6, c'est toujours pareil, mais il n'a pas manqué grand-chose pour complètement renverser la tendance et battre des Wolves qui, eux, étaient au complet et qui ne m'ont pas vraiment rassuré d'ailleurs. J'avoue que je trouve qu'Anthony Edwards, il est assez méconnaissable versus l'année dernière. Julius Randle, tu as l'impression que ce n'est pas son équipe, en fait, qui se demande ce qu'il fait là. Donc, nous, on s'est vraiment bien battu, on n'a pas manqué grand-chose. On a vu évidemment toutes les qualités de Kyrie Irving, mais moi, j'ai beaucoup aimé PJ Washington. Pareil, à la maillotche dans un contexte avec beaucoup d'intérieur, je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'était un super match, honnêtement. J'ai vraiment. En plus, on a appliqué la technique Howdy Mavs décrite dans nos premiers épisodes pour finir très très proche du terrain. Donc, on a pu se rapprocher très 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 près et on voyait encore plus l'intensité. C'est impressionnant quand vous êtes aussi proche. Donc, ouais, c'était cool. Malgré la défaite, c'était un super match. En fait, ce qui est drôle dans ce match, c'est que c'est l'équipe qui perd, qui fait un bon match et qui a beaucoup de bons enseignements à en tirer. Et l'équipe qui gagne, et notamment, j'ai pu le voir chez les fans qui disaient, mais c'est dégueulasse ce qu'on propose et vous méritez de le gagner ce match. Donc c'est frustrant sur le coup, hein, parce qu'il y avait quelque chose à jouer, on a vraiment été bon, mais c'est quand même vraiment beaucoup de points positifs sur notre objectif long terme, qui est, quand l'équipe elle sera au complet, aller loin en playoff. Et quand tu vois ce qu'on arrive à proposer en termes d'opposition face à une équipe qui est sur le papier un des contenders à l'Ouest, c'est quand même rassurant sur notre capacité en étant à 100% quoi, pour la suite. Alors c'est qu'un match, hein, mais bon, c'était presque, voilà, c'est les fameuses, comment on dit, les victoires, j'ai oublié le mot là, tu sais, quand tu perds un match mais qui est tellement bien que tu dis que c'est une victoire, je sais plus quoi. Pour le coup, c'était le cas de ce match-là, une victoire encourageante. Enfin voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de bons enseignements sur ce match-là. Et effectivement, à domicile, on a tenu notre honneur devant vous, devant les fans, et ça fait plaisir à voir. Nous avons été des perdants magnifiques. Voilà. Des perdants magnifiques. Celui qui a pris les choses en main dans ce match, c'est Kyrie Irving, Nico. 36 points, 9 passes. Dans le quatrième quart-temps, on avait besoin de sa forme habituelle et il était là. 16 points dans le quatrième quart-temps. Irving, c'était un de ses plus beaux matchs depuis qu'il est revenu de blessure. Alors, King of the Fourth, une nouvelle fois. Non, il était incroyable. Quel plaisir une nouvelle fois de voir Kyrie Irving. Franchement, plein de fois, et notamment dans le quatrième quart-temps, il enchaîne des exploits à se créer des tirs en partie tout seul. Il a un peu d'adresse extérieure, mais globalement, il réussit à faire de la création tout seul. On trouve 3-4 joueurs, il fait des exploits. Ouais, super impressionnant. Donc, c'était vraiment un plaisir et du coup un petit peu déçu pour lui quand enchaîne les exploits individuels comme ça. Tu te dis, est-ce qu'il va pas nous en faire un dernier là pour arracher la prolongation, arracher le match? Bon, finalement, son exploit, c'était il arrache un 3 points, genre 4 mecs derrière la ligne pour qu'on vienne à un point. Bon, ça arrête là. Mais quel bonheur de voir Kyrie Irving pleinement revenu du coup de ses problèmes de dos là. On a vraiment senti tout à fait épanoui. Donc c'était cool de voir ça aussi. Alors, on espère vraiment que ces problèmes sont derrière nous, parce que c'est quand même pas facile les problèmes de dos, et qu'on va garder ce Kyrie à ce niveau-là, parce que j'ai vraiment confiance en Kyrie pour nous maintenir en attendant, nous maintenir à flot, j'ai envie de dire, donc c'est-à-dire pas couler au classement, en attendant que Luka revienne et que l'équipe se reconstruise petit à petit. Si on a ce Kyrie Irving là, ouais, j'ai confiance en lui pour que on puisse attendre plus ou moins sereinement, avec des gros guillemets, le retour de l'équipe. Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nico, ou non, c'est toi, Quentin, qui parlait du fait que les Wolves n'ont vraiment pas très bien joué. Ils ont été très gênés par le small ball des Mavs. Les Mavs, donc, qui avaient pas vraiment, qui avaient qu'un seul pivot. Ils ont joué small ball pendant la plupart du quatrième quart-temps, et Gobert, d'ailleurs, a eu très peu de minutes dans le quatrième. Est-ce que c'est une stratégie, même avec le retour de Lively, est-ce que c'est une stratégie que les Mavs devraient continuer à utiliser?
on sait que ça fonctionne depuis, enfin, on le fait depuis des mois, mais cette stratégie reposait aussi pas mal sur Maxi Kleber en 5 parce que bon, je comprends toujours pas pourquoi les équipes défendent aussi fortement sur lui à 3 points alors qu'il est quand même devenu plus très fiable à 3 points. Mais c'est une menace à 3 points pour les autres équipes et donc ça nous permettait d'avoir un joueur relativement grand, je crois qu'il fait à peu près la taille de Gafford, mais qui permettait en phase offensive de se mettre à 3 points. Euh, Là, du coup, avec la perte de Kleber, on va évidemment continuer le small ball, mais ça a posé un peu plus de soucis sur la défense des postes 5, qui était déjà en souci avec Kleber, évidemment. Mais sans lui, ça va être un problème parce que ça veut dire, comme tu en as parlé au début, mettre du PJ Washington en poste 5. Et le problème, c'est que ça, tu laisses beaucoup d'énergie. Quand tu n'es pas un 5 et que tu défends sur des 5, tu peux vraiment y laisser beaucoup d'énergie. Et on sait que PJ Washington en laisse déjà pas mal sur le terrain. Donc évidemment qu'on doit continuer avec le small ball, c'est quelque chose qui nous réussit plutôt bien, mais il va juste falloir trouver comment l'arranger parce que sans Kleber, les solutions s'amenuisent de plus en plus. Hein. Avec Powell, c'est impossible. Puis Washington, ça sera que sur certaines séquences et Prosper, non, c'est pas assez fiable à 3 points pour qu'on puisse faire du small ball à nouveau. Une petite anecdote, on était, comme on disait, on était avec Barn, là, du coup, très bien placé juste à côté du terrain. On se marrait un peu en regardant les profils physiques. À un moment, il y avait Gobert, puis après Julius Randle face à Omax Prosper. Waouh, c'était un papa et son enfant, quoi. Oui. Entre les centimètres et l'épaisseur, c'était Ouais. pas les mêmes physiques. Hein. Donc, c'est pour ça que du coup, j'apprécie encore plus, tu vois, tous les efforts, l'intensité mise quand t'es bouffé physiquement comme ça. Voilà, c'était une nouvelle fois vraiment beau match de nos Mavs. Perdant magnifique, voilà, c'est la meilleure synthèse. Totalement. Alors, la semaine dernière, quand on avait regardé le calendrier, on s'était dit, oh bon, on va peut-être en gagner un contre Minnesota, mais celui qu'on va pas gagner, ça c'est sûr. D'ailleurs, Quentin, toi, tu t'es dit, c'est pas grave, je vais pas le regarder, je vais dormir. C'est le match contre Oklahoma City. Les Mavs ont gagné 121-115 contre toute attente. On s'y attendait vraiment pas à celui-là. Les Mavs, ils ont le numéro des Thunder. Hein. 3 victoires cette saison pour les Mavs face aux Thunder. Attendez, je vous sors la stat. Il me semble que les OKC a perdu 8 matchs cette saison. 3 contre Dallas. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Il y a des équipes comme ça qui ont une opposition qui ne leur réussit pas. On le voit d'ailleurs souvent en NBA et je pense qu'il y a un peu de ça avec nos Mavs face au Thunder. Alors on va encore une fois reparler comme ça c'est fait, on n'en parle plus, du fait que les deux équipes sont loin d'être au complet. Par contre, comparé à il y a une semaine, enfin le match d'avant, là, Gilgeous-Alexander, il était là. Ça change quand même pas mal de choses. Et ils étaient chez eux. C'est une vraie victoire qu'on a proposée. Et le fait de se dire qu'aucune équipe n'a battu Oklahoma 2 fois, nous on l'a fait 3, c'est sûr que quelque part dans leur tête, là, ça les trotte. Et alors là, je suis sûr à 100% que cette équipe, je pense qu'elle est sereine face à n'importe quelle franchise de playoff à l'Ouest, sauf nous. Elle se dit vraiment, eux, on les veut le plus lent possible en finale de conf. Mais ils nous voient la couler un petit peu au classement. C'est sûr qu'ils sont en train de se dire, avec la chance, enfin, on va être maudit et tu vas voir que c'est Dallas qui va finir 8e et on va se les taper au premier tour. On leur fait peur et ça, j'en suis convaincu à 100%. Il y a une histoire de match-up qui fait que cette équipe nous réussit quand même globalement bien. Ouais, alors il y a eu un fait de jeu là dans le match qui était assez incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça depuis que je regarde le basket. C'est cette faute de Lou Dort sur Daniel Gafford. Il se fait expulser d'ailleurs pour ça. C'était assez incroyable. Il a été chercher le paquet là de Gafford pendant un screen. Nico, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dort là? C'est pas exceptionnel non plus. Enfin, je veux dire, ça arrive de temps en temps. Ça arrivait beaucoup plus fréquemment à une certaine époque. Écoute, je dirais que c'était les Bad Boys de Détroit, époque Chuck Daly avec Rick Mahorn, Bill Laimbeer et tous les joyeux lurons. Donc, sauf que Lou Dort, il se fait choper en flag et du coup, il n'a pas rendu service à son équipe parce que pour le coup, c'est vraiment un peu gratuit, tu vois. C'est vraiment même pas. Sur Gafford, je sais pas si c'était vraiment celui que j'aurais cassé en deux. Donc ouais, c'est assez ridicule. Il a très mal fait, il s'est fait choper, expulsé direct, tout à fait normal. J'associerais ça, moi, à la tension qu'il peut y avoir entre les deux équipes.
ou le fait que tu réussis pas à apporter, et tout le monde là, vous avez tous joué au basket, à tous les sports, c'est comme ça en fait. À un moment, tu trouves pas de solution, tu te fais dominer, t'es frustré, t'as pas le bon geste en fait. Le bon geste, ça aurait été de nous couler à l'intérieur, défendre comme un acharné et de mettre des paniers à 3 points comme il sait le faire. Mais il n'a pas pris la bonne solution, il a pris l'autre porte, qui était l'autre porte de je mets un coup bas à Gafford, donc il se fait logiquement expulser. Donc, ça, c'est la frustration. Et puis on enchaîne avec. C'était déjà lui, hein, avec PJ Washington, le match d'avant, où Absolument. c'était embrouillé. On enchaîne, hein. Vraiment, enfin, la NBA, s'ils sont pas trop cons, et s'il y a vraiment une série de playoffs Dallas contre OKC, mais tu mets le marketing à fond pour créer une. Enfin, il y a déjà la rivalité, pardon, est déjà là. Là, tu dois mettre ça en avant fois 1000 parce qu'il y a vraiment un potentiel de fou. Ça y est, là, les 4 matchs sont joués, donc on ne retrouvera pas le Thunder avant octobre prochain, sauf si on se retrouve en playoff. Et franchement, pour le spectacle, tu as envie qu'on se retrouve en playoff, hein, parce qu'il va avoir des étincelles. Les deux équipes ne s'aiment pas, les deux fanbases ne s'aiment pas. C'est la franchise d'ailleurs qui est la plus proche de nous géographiquement, si je dis pas de conneries. Ouais. Voilà, il y a quand même vraiment et puis les deux équipes, on sait que ça sera globalement les mêmes équipes l'an prochain et peut-être même dans 2 ans au niveau des contrats, les choses s'enchaînent plutôt bien. Il y a potentiel à ce qu'on ait un vrai, je ne veux pas dire non plus un Cleveland Golden State, mais une vraie rivalité. Et si en plus il y a une deuxième série qui arrive en avril, ça pourrait être vraiment très très croustillant et donner pas mal de punchy à cette conférence Ouest. Ouais, c'était la semaine des rivalités là, cette semaine, un Rivals Week. Je sais que c'est du marketing, mais c'est pour ça que Dallas a joué Minnesota, OKC et Boston. Mais vous avez raison, OKC, ça semble vraiment être les rivaux de Dallas en termes de... Ouais, avec l'histoire qui est en train de se dessiner entre les deux équipes. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, tu as des rivalités où en fait les deux équipes se sont gagnées l'une l'autre, donc ça crée une rivalité. Là, aujourd'hui, la rivalité, elle est asymétrique entre les deux. Parce que la série de playoffs, c'est nous qui l'avons gagnée, et la série de saison régulière, c'est nous qui l'avons gagnée. Donc ils doivent avoir très 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 faim, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour nous, hein, évidemment. Mais dans les têtes, ça compte. Nous, on a une confiance qui est plus haut, avec évidemment, on va en parler, PJ Washington, le franchise player. Et eux, je pense qu'il y a un petit complexe d'infériorité. Ça cogite, et ils sont en mode, ouais, non, mais nous, quand Chettle-Graham va revenir, etc., vraiment, on a une hâte, c'est de vous bouffer. Enfin, bref, c'est cool. Franchement, c'est cool. Des fois, dans cette NBA qui est un peu trop plate, qu'on ait ça en tant que fan à suivre, c'est super cool. Moi, j'aime bien, en plus, dans ces contextes de matchs difficiles, c'est comme ça que se révèlent, en fait, les grands joueurs. C'est dans les grands affrontements, les grands moments, les grandes difficultés. Et en saison régulière, il n'y en a pas tant que ça. C'est là que tu vois un peu ceux qui sont capables de step up, ceux qui sont capables d'arriver à un nouveau niveau. Et PJ Washington, sortez la statue pour PJ Washington, statue minimum. Hein. Moi, j'étais prêt à taper la statue avec mon petit marteau. Hein. C'était l'homme du match, PJ Washington, à votre avis? 22 points, 19 rebonds en 40 minutes. C'était lui le MVP pour les Mavericks. Pour moi, c'était clairement le MVP côté du match et le MVP côté Mavs. Et après, il y a plein d'autres joueurs qui ont fait des super matchs. Mais moi, je trouve que dans l'émotion, dans le côté rassembler les autres, j'ai trouvé Washington au-dessus. Honnêtement, 19 rebonds, je ne comprends pas. Je sais qu'il y en avait plus que ça. Mais, il y en a 17 défensifs. Il a quand même tenu la baraque émotionnellement et collectivement. Et comme dans les grands affrontements, dans les grandes tranchées, il y a un mec que tu vas avoir devant, c'est PJ Washington. Et dans ce contexte-là, à OKC, moi, il m'a régalé vraiment. Clairement, je suis même plus étonné par la perf qui nous a sorti. C'est un peu le problème, c'est que maintenant on s'attend forcément à ce que face à OKC, ils nous ressortent une perf limite surhumaine. Alors, il a un petit peu été moins bon, retour à la réalité au niveau des pourcentages au shoot. Mais par contre, en termes d'envie, ça se traduit par les rebonds, ça se traduit par ses contres, ça se traduit par ses interceptions. L'envie était encore une fois au maximum. Donc, bon, c'est plus une question, il n'y a plus de doute. Hein. Quand c'est OKC, la date, elle est cochée sur le calendrier. Et lui, il prend des... je ne sais pas ce qu'il mange avant, mais c'est un autre PJ Washington que face aux autres équipes. Cependant, pour revenir sur ta phrase pour clairement le MVP, je trouve que peut-être qu'il faut qu'on en parle maintenant aussi. Hein. On est suffisamment sévère avec Spencer Dinwiddie souvent pour dire que pour une fois,
moi, je ne serais pas forcément contre aussi sur ce match-là, peut-être aussi que parler de Spencer Dinwiddie qui pourrait aussi le mériter parce qu'on gagne aussi ce match parce qu'il a été très bon. Mais pour finir sur PJ Washington, j'ai vraiment, tu parlais de trancher là, vraiment j'ai une confiance en ce type que j'ai rarement eu pour des. C'est pas non plus un franchise player, quoi. C'est pas Kyrie ou Lucas, ça reste un role player, un excellent. J'ai rarement eu autant confiance dans un role player pour les Dallas Mavericks et c'est un bonheur absolu de l'avoir dans l'équipe. D'ailleurs, pour la mini anecdote, on perd un match face à OKC cette saison. C'est le match où PJ Washington ne joue pas, évidemment. Alors, tu as commencé à... C'est ce qu'on avait dit, l'indispensable des Mavs, celui Exactement. sur lequel on n'a pas de plan B. D'où notre besoin de renforcer le poste 4, parce que quand il n'est pas là, ça se voit véritablement. Et quand il est là et qu'il est engagé, ça se voit aussi vraiment. Tu as commencé à parler de Spencer Dinwiddie, Quentin. J'aimerais faire un petit coucou à Fabien Duquesne qui nous a laissé un commentaire pour nous dire qu'on était un peu dur avec Dinwiddie, que personne peut jouer son rôle quand Luka ou Kyrie ne sont pas là. Merci pour Fabien pour ton commentaire. Alors Dinwiddie, pourquoi ça serait l'homme du match là, contre OKC? C'est vrai qu'il est incroyable, Dinwiddie. Il passe des matchs frustrants à des performances comme ça. C'est hallucinant. Alors, pourquoi il pourrait être MVP? Tout simplement parce que là, il apporte grandement en attaque à l'équipe. C'est le meilleur marqueur de l'équipe. Il y a des pourcentages qui sont très très bons, que ce soit à 2 points ou que ça soit à 3 points. Donc pour ça que pour moi sur ce match-là, il pourrait être, ce serait pas un scandale de le mettre MVP à la place de PJ Washington. De manière générale, sur les derniers matchs, donc que ça soit face au Thunder, face aux Celtics et face aux Wizards hier. Je note aussi, il faut le dire, on l'a beaucoup critiqué quand il nous prenait 20 shoots de merde, où il avait des pourcentages affreux. Ces derniers matchs, il s'est calmé sur les tirs, il y en a beaucoup moins. Et au final, c'est des très bons pourcentages. Ça va être du 2 sur 3, ça va être du 4 sur 6, je sais plus. Peut-être un peu plus d'assists. Donc je tiens à le souligner ça. C'est cool, ça fait plaisir de voir. Je pense pas qu'il prend forcément en compte les critiques, parce que c'est un de ses atouts, le fait qu'il s'en fout. Au final, il jouera toujours comme il a envie de jouer. Mais sur les derniers matchs, en tout cas, il y a une amélioration de la qualité de ce qu'il nous propose et il joue plus pour les autres. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et c'est pour ça qu'il continue d'avoir des minutes importantes. Ouais, il était beaucoup plus juste. Et je suis comme toi, moi j'ai beaucoup critiqué Dinwiddie. Honnêtement, contre OKC, il marche sur l'eau. Enfin, c'était impressionnant. Il s'est même permis, dans les dernières minutes, là, à un moment, il va nous claquer un dunk à une main en pénétrant vers le cercle, là. Il a wing it sur le paletot et il le laisse à 2 mètres. J'avais l'impression que c'était le slasher Dinwiddie qui sortait de la fac à 21 ans, là. Il était... Waouh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce soir-là? Ouais, c'était un immense Dinwiddie ce soir-là. Et tu as raison, je ne sais pas si c'est prise de conscience ou c'est les ajustements, peut-être aussi les ajustements proposés par Jason Kidd, mais il est beaucoup plus juste, à moins forcer, et je trouve que ça lui réussit vraiment bien. Et ça nous réussit bien. Après, pour revenir sur le commentaire de Fabien, il a malheureusement le rôle de celui qu'on va être très vite très critique avec. Souvenez-vous, il y a de ça 1 an, il y a 2 ans, c'était Tim Hardaway Jr. C'était exactement le joueur où on était les premiers. Je parle de la fanbase, je ne parle pas juste de moi ou de nous, les Audima, je parle vraiment de toute la fanbase des Mavs. Il loupait 3 tirs de suite, vraiment tout le monde l'allumait, disait faut le trader, on n'en peut plus, etc. Là où on est beaucoup plus clément avec Kyrie Irving par exemple. Dinwiddie aujourd'hui, il a ce côté très vite, on va dire ah putain, ça y est, il commence, il fait du Dinwiddie, etc. Et on peut être dur avec lui, c'est vrai. Il faut quand même pas oublier, voilà, tout ce qu'il apporte en bien quand l'équipe est blessée et tout, il apporte beaucoup en termes de création quand Kyrie Irving ne peut pas jouer et sur le côté se repose, etc. Et voilà, il a ce rôle un petit peu ingrat, il n'est pas aidé par le fait que ses choix sont pas toujours les meilleurs, mais il a le mérite au moins de les prendre, ses tirs, des fois ils rentrent, des fois ils rentrent pas. C'est Dinwiddie, je pense qu'on le savait quand on l'a signé, qu'on signait pour ce genre de joueur. Et tu l'as dit Nico, il marche sur l'eau face au Thunder. Il y aura d'autres matchs où il va faire le même match et ça sera pas du, je sais plus, 11 sur 15, un truc comme ça, mais ça sera du 3 sur 11 et bon, et on sera énervé. Et ça sera Dinwiddie. On va peut-être ajouter dans le dictionnaire l'année prochaine, suggérer un verbe de Dinwiddie
Le Mhm. Dinwiddie, qui veut dire être irrégulier, nous donnant envie de nous arracher les cheveux, mais en même temps sortir des matchs de première classe. Donc Dinwiddie, il a beaucoup Voilà, Dinwiddie. c'est ça, ne pas être constant, Dinwiddie. Bon, j'aimerais qu'on parle aussi de ce match contre Boston, hein. C'était la défaite des Mavs, donc celle-là était un peu plus conséquente, 122 à 107, donc 15 points d'écart contre Boston. Ça a été plus compliqué, hein. On s'est dit, bon, peut-être qu'on va pouvoir réitérer la performance qu'on a eue contre les Thunder, mais contre Boston, ils avaient une grosse défense. Et les Mavs ont vraiment. En fait, ils n'ont pas fait un mauvais match, j'ai trouvé, mais la marche était vraiment trop haute contre les Celtics, Quentin. Oui, là, les Celtics, en ce moment, ils jouent pas très bien. Je sais pas si pour ceux qui suivent peut-être que Dallas, en ce moment, Boston, c'est des résultats assez décevants pour un champion en titre, hein. Évidemment, ça reste bien, mais ils perdent pas mal de matchs un petit peu bêtes et c'est ce qui arrive souvent aux champions en titre. Pour le coup, je trouve que c'est assez caractéristique de ce qui peut se passer pour une équipe championne, c'est-à-dire que elle est championne, la saison régulière, elle va pas jouer les 82 matchs à fond, elle a rien à prouver, etc. Par contre, quand tu retournes contre ton adversaire des dernières finales NBA, là, il y a quand même des choses qui se réactivent, des souvenirs de juin dernier, et tu te mets à jouer un peu plus sérieusement. Et puis bon, bah, ils nous alignent White, Tatum, Brown, Holiday, Porzingis, hein. Donc ils ont l'équipe au complet. Nous, ce qui n'est pas notre cas. Donc il y avait vraiment une différence de niveau qui était assez flagrante, hein, de manière intrinsèque sur les deux équipes. Et on a mangé cette différence de niveau en pleine figure. Et ça aurait pu être pire, hein. Ils sont bons à 3 points, ils sont pas non plus exceptionnels. L'écart aurait pu être plus grand que 15 points. Bon, voilà, c'était attendu. Juste, on a été un petit peu trop attentiste, je trouve, sur certaines séquences. Le fait qu'ils aient perdu que 5 ballons sur l'intégralité du match, c'est quand même peu. Je pense qu'on peut faire mieux que provoquer que 5 pertes de balles chez notre adversaire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont tenté 52 fois pardon, à 3 points, alors que les Mavericks n'ont que tenté 22 fois. C'est un peu la différence, parce qu'au niveau des pourcentages, ils sont à peu près équivalents. Les Celtics ont bien défendu sur l'extérieur. Les Mavs n'ont vraiment pas pu se dégager de bons tirs extérieurs à 3 points, Nico. Ouais, ouais, mais après, c'est pas une grande surprise, hein. Moi, j'ai retenu deux trucs sur ce match. Le premier, je trouve que c'est la faiblesse de notre défense extérieure, hein. C'est pas un hasard, hein, si à un moment on voulait renforcer aussi le poste 3, voire le poste 2 avec des assets défensifs plus forts. Je trouve qu'effectivement, on n'a pas récupéré beaucoup de balles. Et je trouve surtout qu'on s'est fait promener honnêtement, tu pouvais lire le jeu de Boston vraiment à l'avance, et je trouve qu'on n'était pas terrible vraiment sur la défense à l'extérieur. Enfin, tu peux défendre beaucoup mieux que ça à l'extérieur que ce qu'on a fait, hein, vraiment. Et là, on était quand même pas terrible, et ça s'est vu. Après, la quantité de tirs à 3 points, bah, c'est le jeu de Boston, hein. C'est l'équipe de l'NBA qui prend le plus de tirs extérieurs et qui en met le moins à l'intérieur. Bon, bah, c'est pas une grande surprise, hein, donc Ouais. c'est pas comme si le plan de jeu nous avait surpris. Après l'exécution, bah, dans l'exécution, ouais, bah, c'était bien solide, hein. Il y a beaucoup de talent. Je pense quand même qu'on n'a toujours pas trouvé la solution de défense à l'extérieur face à une équipe comme Boston. Donc, on a eu exactement le même problème pendant les finales. C'est aussi pour ça qu'on voulait bouger en ce sens-là. Je ne sais pas si on bougera, mais on n'a pas la solution contre eux, en tout cas. Ça, c'est très clair. Et Klay Thompson, ce match-là, 4 tirs, hein, les gars. Et ça, c'était Il compliqué. était là? J'ai pas vu, moi. Ouais. Alors, C'est j'ai peut-être ça en pour ça prévention, que du coup, il y a eu contre Washington une volonté de le faire jouer beaucoup plus, notamment dans ce premier quart-temps. Mais là, sur le tir extérieur des Mavs, c'est vraiment, ça se voit avec Klay, 2 sur 4, 6 points dans tout le match en 26 minutes. Bah ouais, ça, c'était pas suffisant. non, je disais ça en plaisantant, mais malheureusement, je pense que dans un contexte de match comme Boston, où ça va aussi vite, je pense que, et je parlais de qualité de défense extérieure, je pense que Clay, il ne suivait pas en fait. Moi, c'est ma lecture de pourquoi il a autant été sur le banc. Euh, c'est que défensivement, il n'était pas en mesure d'apporter une qualité de défense extérieure comme on aurait aimé que ce soit le cas. Peut-être le Clay d'il y a quelques années l'aurait sûrement fait, pas celui de 2025. Et une nouvelle fois, moi, je l'ai trouvé beaucoup trop discret offensivement, alors qu'on avait clairement besoin de lui. Donc, dans des matchs à haute opposition, pour reprendre ce que tu décrivais au début, Quentin, face à Washington, dans des matchs à haute opposition, ce qui compte vraiment, une nouvelle fois, j'aurais aimé voir Clay à un autre niveau que celui qu'il a montré contre Boston.
il nous a sorti le même match que face à Charlotte. C'est-à-dire un match où où tu te dis à la fin, au 1,5 degré, ah mais il était là, Klay Thompson, parce que effectivement, tu regardes sur la feuille de stats, tu vois 26 minutes, tu vois 29 minutes, et tu vois 4 tirs pris, alors qu'on parle de Klay Thompson, quoi. Euh, donc effectivement, peut-être que face à des grosses oppositions, il a plus de mal. C'est bête parce que c'est quand même la raison pour laquelle on le prend. C'est embêtant parce que bah, les Celtics, ça reste, j'ai envie de dire, notre objectif ultime, dans le sens où on sait que c'est ce qui se dresse globalement entre l'an dernier entre nous et le titre NBA. Donc aujourd'hui, ça reste l'objectif de l'équipe qu'on n'a pas encore réussi à battre. On a une revanche dans 10 jours. On n'aura probablement toujours pas Luka, donc ça sera compliqué, ça sera chez eux. Mais ça fera partie des points en tout cas que je vais regarder. J'espère qu'elle nous propose quelque chose de bien meilleur que ça. C'est pas compliqué, mais on a besoin d'un peu d'envie face au gros. Parce que de l'envie face à Washington, c'est cool. De l'envie face aux vraies équipes, aux vraies oppositions, c'est ce qu'on a envie de voir, nous, fans des Dallas Mavericks, parce que bon, la saison régulière, sinon, on s'en fiche un petit peu des victoires contre Washington. Ouais, surtout que Jason Kidd, il a des options, hein. Il peut faire jouer Marshall, il peut faire jouer Quentin Grimes. D'ailleurs, contre Boston, dans le 4e quart-temps, c'est Grimes qui a beaucoup de minutes. Et au final, il est bon, hein, à la fin. Le score est assez... 15 points, c'est beaucoup, mais les Mavs n'étaient pas complètement largués dans ce match, hein, donc il pouvait revenir et Grimes a été pas mal. 20 points contre Boston, 7 sur 12. Est-ce qu'on le fait jouer assez, Grimes? Est-ce qu'on n'aurait pas le voir un peu plus? Ouais, il joue quand même, hein. Il joue quand même, et lors de ces derniers matchs, lors des 5 derniers matchs, c'est le seul match où il nous fait une belle perf offensive. Il les a, hein, c'est 20 minutes, 20-25 minutes par match, et c'est rentré face à Boston, donc c'est cool. Grimes, c'est un petit peu l'option en sortie de banc où tu te dis si ça rentre, c'est cool, on peut le faire jouer, et si peut-être qu'il est dans un soir sans, on diminue le nombre de minutes, comme on avait pu dire avec Tim Hardaway par exemple l'an dernier, ce qui n'était pas déjà respecté par Jason Kidd d'ailleurs. Je pense honnêtement que la gestion de Kidd de Quentin Grimes est bonne, dans le sens où il n'y a pas de match où, comme on avait au début de la saison, vous vous souvenez, où des fois il jouait pas, sans aucune explication. Là, il y a une certaine constance dans les matchs, dans les minutes jouées. Il a même été d'ailleurs titulaire. C'était pas une grande réussite face aux Wolves. J'aime bien l'utilisation de Quentin Grimes de la part de Jason Kidd, en attendant un petit peu plus de régularité de sa part. En tout cas, 3 points, c'est quand même plutôt bien. Il y a un point où j'ai assez confiance à Quentin Grimes, notamment à angle 0. J'aime bien ce qu'il propose. Il y a quand même une vraie sérénité. C'est bien mieux que Josh Green, vu qu'il y a toujours ce côté du trade, etc. De ce point de vue-là, on est quand même bien gagnant, et ça, c'est un bon point positif. Ouais, défensivement, il était quand même intéressant, hein, Quentin Grimes, hein. Je trouve que l'extérieur, c'est probablement notre défenseur extérieur le plus solide, hein. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est probablement notre défenseur extérieur le plus solide. Et ce que j'ai beaucoup aimé de sa part contre Boston, on l'a senti fâché. Moi, je l'ai senti fâché. Enfin, visuellement, tu sentais qu'il prenait une fessée, les Mavs, là, et qu'il était vraiment pas content, en fait, de s'en prendre une. Alors, je sais pas si c'est juste le score ou c'est les échanges qu'il a eu avec les adversaires, mais on l'a senti agacé, on l'a senti content quand il marquait 3 points. Il sort un tomard à une main à un moment, mais il a postérisé, je sais plus qui c'était en face, mais c'est un dunk incroyable d'intensité. Ah, ça faisait plaisir quand même. L'impression qu'il se faisait fesser, puis c'était comme ça, puis rouler jeunesse, et puis voilà, au match suivant. Et senti que lui, il acceptait pas en fait. Donc ça m'a fait plaisir de voir ça de sa part, de le sentir engagé et de dire non, mais attendez, c'est pas fini en fait. On va continuer à jouer, on va essayer de remonter le plus possible. Parce que j'ai pas forcément toujours beaucoup senti du reste de l'équipe. Donc lui, il m'a régalé à ce niveau-là. Ouais, totalement. C'est vrai qu'il y a une implication. Il y a certains joueurs, effectivement, tu sens qu'ils sont globalement toujours impliqués. Grimes en fait partie. Là où on reproche beaucoup d'ailleurs à Klay Thompson, t'as limite l'impression qu'il se dit ouais, moi je suis 4 fois champion NBA, je choisis quand c'est que je veux jouer ou pas. Pour le coup, Grimes, il accepte le côté ouais, j'allais dire rookie, pardon. Je suis un jeune, etc. J'ai encore tout à prouver. Et pour le coup, il joue à fond. Donc, encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien le fait que Kidd continue à lui donner des minutes de manière régulière pour qu'il puisse s'exprimer. Ça reste un joueur qui, je pense, pourra vraiment apporter lors de certains matchs de playoff. S'il est efficace, en sortie de banc, ça sera un vrai plus.
Et là, je viens juste d'aller regarder là, les stats pour la saison sur le pourcentage à 3 points. Donc, le meilleur Maverick, c'est Kyrie Irving, 42%. Mais deuxième, c'est Quentin Grimes, 40% à 3 points. Et 4 tentatives par match. Donc, c'est pas rien. Notre ami Klay Thompson est à 39. Donc, si Grimes donne une meilleure attitude, s'il peut défendre mieux et qu'en plus, il a un pourcentage meilleur à 3 points, je vois pas pourquoi on ne devrait pas lui faire confiance. Il va y avoir un sujet à la fin d'année. Il y aura un sujet à la fin d'année Oui, de on rappelle montant. qu'il est free agent. Ouais. Il y aura un montant qu'on va vouloir lui donner. Il y aura une discussion intéressante à avoir parce que je n'imagine pas une situation où on ne le re-signe pas. On rappelle qu'il est restreint, donc on pourra matcher une offre qui vient. Mais s'il y a une offre d'une équipe pourrie qui met un contrat très important, ben là, il y aura une vraie réflexion de est-ce que tu veux mettre de l'argent. Et j'ajouterais même qu'il y a peut-être même des réflexions actuellement du côté de Nico Harrison. Peut-être qu'il reçoit des coups de fil aujourd'hui par rapport... parce que c'est le moment de te dire, si tu n'as pas l'intention de leur signer, tu vois, tu ne fais pas une Jalen Brunson, tu réfléchis maintenant et si tu as un truc à récupérer, c'est maintenant. C'est pas à la fin de la saison pour te rendre compte que, en fait, finalement, tu vas pas le garder. Ouais. Bon, allez, les matchs à venir, les gars. Le 29 janvier, c'est-à-dire demain, New Orleans Pelicans. À l'extérieur, tout ça. Un petit road trip, là. 1, 2, 3, 4, 5 matchs à l'extérieur de suite. On a Détroit le 31 janvier. Cleveland le 2 février, et puis Philadelphie et Boston de nouveau. Le calendrier, il reste quand même compliqué, surtout à l'extérieur. Il faut se méfier de notamment Détroit, Quentin. Ouais. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on peut se méfier quasiment de tous les adversaires, dans le sens où les Pelicans, on a dit victoire facile et on a perdu contre eux, lamentablement. Vous vous souvenez du match, c'était il n'y a pas si longtemps. Pour le coup, je suis assez confiant sur le fait qu'on va gagner face aux Pelicans. Donc, on verra si le prochain Audimobs, on pourra dire, Quentin, ta boule de cristal, c'est de la merde. Celui-là, je pense qu'on va le gagner, vraiment. Par contre, les Pistons, ça fait bizarre de se dire qu'un match face aux Pistons n'est pas un truc gagné d'avance, parce que ça fait 3-4 ans que tu te dis « Ah oui, on va jouer les Pistons ». C'est exactement ce qu'on s'est dit avec Washington. « Ah oui, on va jouer Washington, on va se reposer ». Avant, on se disait pareil pour les Pistons. Là, cette année, ils proposent du vrai basket. Ils restent quand même faibles en termes vraiment de niveau intrinsèque de l'équipe. Mais le jeu qu'ils proposent, collectivement, est quand même très bon. Je pense que Tim Hardaway Jr. va nous sortir un 5 sur 7 à 3 points, évidemment. C'est tellement écrit, ça. C'est tellement écrit. Voilà. Donc, ça va être un match disputé. Ensuite, les Cavs, j'ai même pas besoin d'en parler à quel point c'est dangereux. Juste, c'est à 21h30, donc ça fait super plaisir. J'espère qu'on sera pas ridicule à heure française. Donc, c'est ce dimanche, ça c'est super cool. Et les Sixers, c'est celui qui, sur le papier, est le moins dangereux si Joel Embiid ne revient pas. Pour le coup, sa blessure a été repoussée rallongée hier, et il pourrait du coup être encore une fois absent. Plus Paul George qui une blessure là vient de tomber. Donc s'il n'y a que Tyrese Maxey en face, on doit le gagner. Et puis enfin, le dernier face aux Celtics, là, ça sera compliqué. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucun back-to-back sur ce road trip. Donc j'ai envie de dire que l'objectif minimum, c'est 2. Et puis on peut se dire que 3, ça serait satisfaisant. Et on va récupérer des joueurs, non, pendant ce road trip. Totalement. On a Najee Marshall, peut-être. Najee Marshall, tout à fait, qui est passé questionable là, sur le injury report. Et qui devrait du coup venir porter main forte à l'équipe. Donc lui, c'est une maladie qu'il avait repoussé ces derniers matchs, il me semble. Donc bon, j'espère que ça va. Et ça va faire du bien, ça c'est sûr que ça va faire du bien. Et j'ai un scoop pour vous, mais je comprends pas du tout. Pour la première fois de la saison, le statut de Dante Exum n'est pas out. Ça sort de nulle part, ça vient de sortir. C'est doubtful. Donc on rappelle doubtful, c'est à 95% le joueur ne va pas jouer. Mais c'est pas out. Ah, mais il est en train de faire du chemin. Il est en train de faire du chemin dans sa guérison, c'est bien. Ouais, mais Jason Kidd a dit il y a une semaine, il devrait pas revenir d'ici. Il va revenir d'ici pas mal de temps. Et là, il sort doubtful. Donc, écoutez, j'y ai pensé pendant le podcast, Nico, quand tu disais notre meilleur défenseur extérieur, c'est Grimes, et je te dis oui, parce que Exum n'a toujours pas mis le pied sur le parquet. Et là, il y a cette nouvelle. Donc, je me dis,
Si on peut récupérer, parce qu'on rappelle que Luka devrait revenir autour du 10 février, quelque chose comme ça. Si on récupère avec le All-Star Game Exum et Luka, plus Marshall évidemment, très intéressant pour la suite. Le mois de janvier se termine, les amis, enfin. Ouais, ça veut quand même dire que du coup, on change de scénario et on se projette avec une équipe où c'est que de la blessure longue durée, quoi. Et en gros, principalement Lively. Kleber, je suis quand même curieux de voir ce qu'il a parce que je lisais une fracture au pied droit. Alors, ça veut dire plein de trucs, fracture. Ça me fait un peu peur. Écoute, on suivra ça de très près. Mais ouais, c'est quand même un calendrier un peu costaud. Notamment, c'est un long road trip. Là. C'est quand même fatigant. Tu t'enchaînes 5 matchs d'affilée à l'extérieur. Là, ça fait beaucoup. Et après, pour reprendre ta maxime, Quentin, nous allons jouer la Ligue 2 principalement. Donc, la Ligue 2 de la conférence Est. Donc, de voir ce qu'on est capable de faire contre des équipes soit du haut du panier, soit du milieu du panier de la Ligue 2. On verra. Totalement. Merci les gars pour l'émission. Chers auditeurs, laissez-nous un like. Abonnez-vous surtout pour nous encourager à continuer. Et puis, laissez-nous vos commentaires, vos questions. Vous avez vu, on essaye d'y répondre pendant le podcast. On va continuer à faire ça pendant toute la saison NBA. Les gars, je vous souhaite un bon road trip. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Salut les amis. Ciao, ciao.